Bonsoir à tous, bienvenue chez Payfit. Donc on va démarrer cette première soirée par un premier talk sur React et on va parler plus particulièrement des hooks et de la nouvelle API Context qui sont des nouveautés de React. L'API Context a plus ou moins 1 an. Les hooks ont été officiellement lancés en février. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Grégory Belencontre, je suis ingénieur chez Payfit depuis quelques mois maintenant. Vous pourrez me retrouver sur GitHub et sur LinkedIn, et puis on aura l'occasion de discuter après les talks à la cafétéria de Payfit, juste à l'étage au-dessous. Donc un petit rappel historique de React, ça a été lancé en open source en mai 2013 par Facebook. En mars 2015, on a eu la première version stable, et puis l'arrivée de React Native, dont on parlera dans un talk juste après. Donc la React Native, c'est la version mobile de React, avec des composants bien spécifiques au smartphone. En mars 2018, donc l'année dernière, on a eu la nouvelle API Context, et puis les hooks qui sont arrivés cette année en février, qu'on a pu tester quelques mois auparavant avec des versions alpha. Donc là, c'est officiel, c'est lancé, c'est utilisable en production. On va voir tout ça juste après. Donc quelques explications et exemples rapides, et ensuite on passera à une démo en live. Donc les hooks, qu'est-ce que c'est? Donc en fait les hooks, une des problématiques les plus fortes, c'était comment mieux organiser nos composants afin de réutiliser leur logique. Donc la logique des composants, elle vit autour de ce qu'on appelle le state dans React. C'est un peu le cerveau du composant. C'est là où on va stocker les informations du composant, comment il s'affiche, comment il doit s'afficher, comment il doit fonctionner. Et en fait, le problème, c'est que ce state, il est unique et il est disponible uniquement dans les classes qui héritent de React Component. Aujourd'hui, en 2019, et même l'année dernière, en 2018, on s'oriente de plus en plus vers l'écriture de composants fonctionnels réutilisables. Et en fait, ce state, ces hooks, et le contexte n'était pas utilisable dans des composants fonctionnels. Et donc la problématique de React à laquelle ils ont répondu, c'est comment on va pouvoir bénéficier de ces avantages-là dans des composants fonctionnels. Donc il y a de multiples usages qui sont intervenus avec les hooks. Donc on peut créer, utiliser, partager un ou plusieurs states. Donc c'est la nouveauté, on peut créer autant de states qu'on a envie, dont on a besoin dans un composant. Et puis ça arrive dans une constante, donc ça peut être exporté, ça peut être réutilisé, réimporté où on souhaite. On peut aussi déclencher des actions lorsqu'un composant change d'état. Donc si vous connaissez bien les classes, ça ramène à l'idée du cycle de vie, des life cycles en méthode. On peut lire le contexte, on peut gérer des références, et on peut faire plein d'autres choses, comme gérer des callbacks avec Memoiz pour les conserver en mémoire. Alors un exemple très simple, ici on a l'exemple d'un hook qui est useState, donc c'est la création d'un state avec le hook. Donc on importe useState depuis React, et puis on a une ligne juste ici qui nous permet de créer ce fameux state qui prend une valeur par défaut, ou pas, c'est optionnel, et puis ça va nous renvoyer un tableau avec un index 0 et un index 1, ici on les nomme comme on souhaite. Donc la valeur, le premier index, c'est la valeur de la variable. Donc c'est first name, ici, donc le prénom. Et puis la deuxième clé, c'est set first name, c'est la fonction qui va permettre de mettre à jour cette valeur. Donc si je fais un console log de first name, j'obtiens la valeur par défaut, qui ici est Grégory, que j'ai passé dans le useState. Et si en dessous je fais un set first name, pour mettre à jour cette valeur, mon console log suivant affichera la valeur à jour. Donc ici on a utilisé un state en dehors d'une classe. On pourrait en créer autant qu'on souhaite, les uns en dessous des autres. Et donc il y a des hooks pour un peu pas mal de choses, pour utiliser les states, le contexte, etc. Donc maintenant l'API Context, c'est une petite révolution chez React, parce que React n'avait pas vraiment d'API Context solide. Il recommandait même de ne pas l'utiliser ou l'utiliser vraiment avec parcimonie parce qu'ils n'étaient pas super à l'aise avec. Donc en fait,
En 2014, en remontant en 2014, Facebook imagine Flux. Donc c'est un process, c'est pas un langage, c'est vraiment un process pour gérer son state global. Ça introduit des notions comme les action creators, comme les reducers, des notions qui vont permettre de gérer un state global avec une bonne méthode. Et en 2015, l'année suivante, Dan Abramov, qui a été un jeune développeur et qui est encore un jeune développeur aujourd'hui, a co-développé Redux, qui est une librairie bien connue des développeurs React, et qui permet justement de gérer un state global, et notamment avec une application React et la librairie React Redux. Et donc tout ça, c'est basé sur le principe de flux que Facebook avait imaginé un an plus tôt. Et ce qui s'est passé, c'est que Dan Abramov, il était recruté chez Facebook. Et puis en 2018, on voit que l'API Context, elle s'inspire pas mal de notions de Redux, de flux, sans pour autant tomber dans la copie conforme de Redux et de toutes ses fonctionnalités. Donc un exemple rapide de mise en place de contexte. Ici, on importe... alors c'est pas un hook, c'est vraiment une méthode de React qui s'appelle createContext et qui va nous permettre de créer un contexte en faisant juste createContext et en lui passant des valeurs par défaut, qui encore une fois sont optionnelles, c'est pas obligatoire. Et ça va vous renvoyer une valeur donc, qui est le contexte en question, que vous stockez dans une constante et que vous pouvez directement exporter parce que vous allez la réutiliser dans les composants où vous souhaitez afficher les valeurs du contexte. Donc ici, j'ai mon composant page, et lui, il va appeler directement donc, le profile context en appelant sa méthode provider. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte, on a deux méthodes. On a provider qui va transférer les données vers tous les enfants, et puis on a consumer qui va permettre de consommer ces données dans un de ses composants enfants. Donc ici, on appelle le provider, on lui passe le state en value, donc ici il est décomposé, mais on pourrait le passer en une seule variable. Et puis à l'intérieur, on a profile, donc c'est un seul composant, mais on pourra en avoir autant qu'on veut. Et tous les composants enfants, dont profile, vont bénéficier du contexte, vont pouvoir récupérer ces valeurs, les afficher, et puis exécuter des méthodes, comme là on a setFirstName, setBirthDate, on pourra les utiliser, mettre à jour, et en fait ça va remonter ici. Vous voyez qu'on a deux useStates, ce qu'on a vu précédemment. Dès que ces valeurs elles vont être mises à jour, le contexte va se remettre à jour et on va bénéficier des données bien à jour sur l'application. Alors au niveau du consumer, cette fois, on voit ici qu'on importe le profile context qu'on avait exporté à l'étape juste avant. Et là on peut appeler de la même manière profile context.consumer qui va retourner en children une fonction qui prend en paramètre le state, et dans cet objet state, vous avez toutes les données du contexte. Et là, vous n'avez plus qu'à rendre le JSX, donc le contenu de votre page, de votre application, avec les valeurs. Donc on voit state.firstName, state.setFirstName, ici, ce sont mes valeurs par défaut. Si je clique sur le bouton, ça va exécuter ces méthodes qui sont dans le contexte. Et enfin, j'aurai les valeurs à jour juste en dessous. Bon, elles auront été modifiées ici aussi parce que forcément tout va se mettre à jour et que le state aura changé ici. Voilà pour un exemple rapide. Maintenant, on va passer à la démo live. Je vais vous montrer le cas d'un exemple concret avec les hooks et le contexte. Ah, il y a un peu de teasing, pas super chaud. Voilà, on y est. Donc c'est une application qui permet de gérer un dashboard. Alors c'est tout simple. Vous avez un header qui est un composant. Vous avez une liste de modules qui sont activés en accès rapide. Vous avez une modale qui permet de mettre à jour ces données. Si ici je veux changer, je mets Thomas, designer. Et que je veux rajouter des choses, donc congé, absence. Il y a beaucoup de notions PageSheet ici. J'enregistre
tout est mis à jour immédiatement. Donc on voit le nom, le poste qui ont changé, et puis la liste des modules qui se sont activés. Donc là on ne peut pas cliquer dessus, mais c'est juste pour vous montrer l'activation et la désactivation. Et puis on a un petit bonus, c'est qu'on peut changer de langue en haut à droite. On peut changer comme ça rapidement de langue. Donc tout ça, si on avait dû le faire sans le contexte, on serait passé soit par un state, dans un composant parent, qui aurait transmis toutes ces valeurs par les props, et ça aurait été un bordel incroyable. Ou par Redux, une solution alternative plus ou moins équivalente, qui nous aurait permis d'avoir un state à l'échelle globale, où on aurait stocké toutes ces informations, et on aurait pu y accéder dans nos composants. Donc là, on va voir que c'est possible sans Redux, avec cette application. Donc ici, c'est mon composant app, donc c'est la racine de mon application. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que j'ai un translation context provider qui est défini sur l'entièreté du composant. Il va retourner tous les composants dont j'ai besoin à l'intérieur. Donc tous mes composants seront englobés par ce provider et vont avoir accès au contexte. Dans le cas des traductions, c'est plutôt nécessaire. Il va y avoir tout autour. Ça va me retourner, donc dans les valeurs, je vais envoyer la fonction qui va permettre de traduire les clés. Une fonction set locale qui va me permettre de mettre à jour la locale si je veux changer de langue. Et puis la locale en question si jamais j'ai besoin de l'afficher ou de faire des traitements avec. Et toutes ces valeurs, elles viennent d'ici, avec un hook, useTranslation, qui n'est pas un hook qui est inclus dans React, qui est un hook que j'ai créé. Donc vous pouvez créer vos propres hooks. Ici, si je rentre à l'intérieur, on voit que c'est une simple fonction qui utilise juste un useState avec une locale par défaut et qui renvoie la locale et la fonction qui va permettre de la mettre à jour. Et ça va retourner la fonction qui va permettre de traduire une clé. Donc on va chercher nos messages dans la clé locale, la valeur associée. Sinon, on renvoie la clé directement s'il n'y a pas de traduction. On renvoie cette locale qui revient du useState et locale de la même façon. Donc ici, ça va rentrer dans le provider et ça va être disponible partout où on aura des consumers qui font appel à ce provider. Donc, par exemple, on peut aller tout de suite dans Components Header Index. Ici, on voit useContext. Alors, je ne vous l'ai pas montré comme ça tout à l'heure. La méthode classique, c'est de faire un translationContext.consumer, mais avec les hooks, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez l'appeler comme ça directement. C'est-à-dire que vous appelez useContext qui donne React, vous lui passez votre contexte, votre objet contexte que vous avez exporté plutôt, et puis vous récupérez l'ensemble des valeurs. Et si vous voulez récupérer juste une valeur, vous pouvez, pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de tout récupérer. Et là, dans ma page, j'ai utilisé donc la fonction T qui permet de traduire une clé. Et c'est tout, rien de plus. Ça va fonctionner. Donc là, au niveau du hook useTranslation, on a un tableau message qui contient des clés françaises, enfin des valeurs françaises et des valeurs anglaises. Tout ça est importé. C'est juste un objet clé-valeur, tout simple. Donc voilà pour ça, pour la traduction. Ensuite, on va passer tout ça au header. Et ensuite, j'ai un simple routeur, React Router, qui va permettre de gérer plusieurs routes sur l'application. Mais en l'occurrence, j'en ai qu'une, qui ramène vers Dashboard. Donc si je rentre dans Dashboard, ici j'ai la liste exhaustive de tous mes modules que je pourrais récupérer d'une base de données. Là, elle est en dur directement ici. Donc, mon composant Dashboard, il fait appel à useReducer. Alors encore un nouveau hook. Un useReducer, c'est la même chose que le useState, mais en beaucoup plus complet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus poussées avec useReducer. Par exemple, à partir du moment où vous avez
vous avez 3-4 use states les uns en dessous des autres, c'est qu'il est peut-être temps de passer à use reducer. Vous allez voir que ici je lui passe donc mon réduceur qui prend la forme d'un simple switch case. Ça ressemble beaucoup à Redux pour ceux qui connaissent. Donc j'ai mon initial state et puis j'ai mon dashboard reducer qui va contenir un switch case. Alors en fonction de l'action point type, on va récupérer les valeurs du payload et on va les injecter dans le state et retourner le state. Donc ça c'est use reducer. Voilà. Donc ça c'est use reducer qui est beaucoup plus complet que useState. useState c'est pour des cas très simples, vous avez une valeur à stocker et à mettre à jour. Là use reducer c'est vraiment beaucoup plus complet à l'échelle de plusieurs variables. Et en l'occurrence ici, pour mon dashboard, j'ai pas mal de variables à gérer. J'ai le prénom, le job, les modules. J'ai l'ouverture et la fermeture de la médaille. Donc j'ai pas mal de choses à stocker. Donc ici, au lieu de récupérer une valeur et une fonction qui va la mettre à jour, je récupère un state global, donc l'ensemble du state, et puis une fonction dispatch, comme sur Redux, encore une fois. C'est tout ce principe de flux, en fait, reste le même et est traduit sur l'API Context comme il a été traduit avec Redux. Donc ici, on réutilise donc, notre state et notre dispatch en les envoyant dans le provider. Et tous les composants enfants, donc dashboard header, dashboard module, settings modal, vont pouvoir utiliser toutes les variables, enfin toutes les valeurs qui sont dans le contexte. Et comme on a envoyé notre state dans le contexte, et ben on va pouvoir utiliser l'ensemble des données qui s'y trouvent. Donc par exemple dans dashboard header, on voit ici que j'utilise mon contexte de traduction. Donc je récupère juste la variable t qui va me permettre de traduire des clés. Je n'ai pas besoin de changer la locale ici. Donc j'appelle pas cette valeur-là. Ensuite, j'appelle mon dashboard contexte. Alors là, je l'ai fait à la manière classique, c'est-à-dire que j'ai fait un composant qui englobe mon return. Et je récupère le state, donc on a envoyé, et la fonction dispatch. Donc là, je fais une déstructuration de state en récupérant les valeurs qui s'y trouvent, et je peux les afficher directement. Quant au dispatch, ici, je l'envoie dans une fonction handle open modal qui va me permettre ici, donc le E, l'event me permet de bloquer les éléments natifs, et ici je peux faire un dispatch, exactement comme si je le faisais avec Redux, un type, et puis un payload. Donc là c'est isModal opened, et je lui dis bah voilà, ouvre la modal, quand je clique sur le bouton. Tout simplement. Ensuite, on a la partie module, qui là, il n'y a rien de nouveau. On importe nos contextes, on les utilise, de la manière pour Swatch, on pourra utiliser un use context dashboard context. On récupère le state, ici j'ai rien à dispatcher, donc je ne récupère pas le dispatch. Et puis je map mes différents modules qui se trouvent dans le state. Donc c'est les modules que j'aurais choisi d'avoir en accès rapide. Voilà. Un dernier petit point sur les settings. Donc là, il y a un peu plus de choses, mais aucune notion nouvelle, si ce n'est le useField qu'on voit ici, qui est un hook qui permet de gérer les valeurs qui se trouvent dans les inputs. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai un input ou une checkbox ou n'importe quelle valeur, je lui envoie, enfin je récupère sa field value et je peux la setter directement ici. Et en paramètres par défaut, enfin c'est même pas des paramètres par défaut, c'est en argument, je passe la liste de mes valeurs, de mes inputs. Donc là, ce qui se passe, si on descend, en valeur de mon input first name, j'ai field value first name, ça va me renvoyer la valeur qui est stockée dans un state. Et cette field value qui va permettre de la mettre à jour. Donc je lui donne la clé à mettre à jour dans mon state, et puis je lui passe la valeur
saisie. Et si on regarde à l'intérieur du useField, on peut voir que c'est pas très compliqué, j'utilise un state en fait, un useState. Et puis la valeur, je la récupère avec la clé qui m'est passée. Donc si la clé est dans le state, je la renvoie, sinon je renvoie vide. Et pour la mettre à jour, il suffit donc d'avoir la clé, la valeur, et de l'insérer dans mon state. Donc ici, cette state, c'est pas la fonction native de React, c'est moi qui l'ai appelée comme ça. On pourrait l'appeler différemment. Et voilà, je renvoie la valeur du champ et la fonction qui permet de mettre à jour. Donc vous pouvez créer comme ça autant de hooks que vous souhaitez pour gérer vos différents cas. Et là, ce qui est bien avec useField, ce qu'on voit tout de suite, c'est que ça pourra être réutilisé dans n'importe quel formulaire, de n'importe quel composant. C'est très facile, vous avez juste à lister vos différents inputs et appeler field value, appeler set field value, et comme ça va stocker vos valeurs dans un state. Donc ensuite, une méthode qui permet de gérer le changement de module. Donc là, dès que je coche ou que je décoche, on met à jour modules avec les modules à jour. Donc si l'élément est dans le tableau, je l'enlève, sinon je le rajoute. Rien de complexe. Et le handle save va juste dispatcher donc, une action globale set step que j'ai créée pour mettre à jour tout en une fois. Donc là, on envoie l'ensemble des valeurs. Et notamment isModal_open false pour fermer la modale une fois que les valeurs sont mises à jour. Une simple méthode pour close la modale. Et puis ensuite, c'est que du JSX. Donc on retrouve les méthodes et les valeurs. Donc on map sur module list pour les afficher. Voilà. Rien de nouveau ici. Donc on a fait le tour à peu près de l'ensemble. On a vu les hooks, donc les custom hooks qui se trouvent ici. On a vu les deux fichiers 18m qui contiennent les clés valeurs pour les traductions. On a vu le réducteur. Donc voilà pour la live démo. On va pouvoir repasser. Ah, si je repasse comme ça va pas le faire. Et là, voilà, c'est ça. Hop. Et là, avec ce que je viens de vous montrer, je vous vois un peu venir. Vous vous dites, ouais, c'est trop cool, on n'a plus besoin de Redux. Alors forcément, on va se remettre correctement. Donc vous vous dites, c'est trop bien, plus besoin de Redux, on va pouvoir utiliser l'API Context pour avoir un state global, un ou plusieurs, selon nos besoins. Parce que bon, il faut se dire qu'on a pas mal de librairies et que ça commence à être compliqué de tout gérer entre React Redux, React Router, React, peut-être un jour React Router Redux, on ne sait pas. Donc la question, c'est pourrait-on se passer de Redux pour gérer un ou plusieurs states avec API Context? Et la réponse, c'est oui, techniquement on peut le faire. Mais c'est pas vraiment la bonne solution. Comme tout ce qui est nouveau, on a tendance à en abuser. Et là, bon, je vous prends un peu pour des débiles, mais j'imagine que vous ne le ferez jamais. C'est-à-dire d'imbriquer comme ça tous vos contextes. Soit vous aurez l'idée d'en faire un général comme avec Redux et de tout mettre dedans, soit vous aurez l'idée de bien les séparer en fonction des sujets. Donc voilà, pas abuser de tout ce qui est nouveau, c'est cool, mais ça va pas remplacer Redux. Et l'API Context, elle a davantage sa place pour gérer des states à l'échelle de modules, donc des groupes de composants qui ont un sujet en particulier. Et puis ça a plus sa place dans des applications de taille moyenne ou des toutes petites applications. Voilà. Avec des besoins beaucoup plus simples. Dans le cas de PayFit, on pourrait très bien, par exemple, utiliser les deux, c'est-à-dire avoir l'API Context pour des modules, pour gérer des choses à l'échelle des modules,
et puis avoir un Redux tout en haut qui va permettre de communiquer avec l'API contexte éventuellement. Et on pourrait utiliser la forme de Redux pour faire du persist, mettre des choses dans le local storage, faire du Redux Saga, enfin on pourrait imaginer pas mal d'usages. Donc en fait, finalement, les solutions pour gérer en plusieurs states, elles ne manquent pas. Le plus important, c'est de choisir les bons outils en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Il faut toujours se poser la question, c'est pas parce qu'il y a un super outil qu'il faut forcément l'utiliser tout de suite, sans le bon cas d'usage. Donc After with React, c'est l'heure des questions, si vous en avez. Ouais. Il me semble, j'ai pas bien compris à la fin pourquoi on ne peut pas se passer de Redux. Je connais rien à React. D'accord. Du coup, Pourquoi on ne peut pas se passer de Redux? ouais. En fait, si on pourrait se passer totalement de Redux, on pourrait dire, ok, l'API contexte, ça me convient très bien, je vais utiliser que ça. Redux est beaucoup plus poussé que l'API contexte. Il y a des choses dedans qu'on peut pas faire avec l'API contexte. Donc forcément, il y a des cas d'usage qu'on ne pourra pas remplacer avec l'API contexte. Et donc Redux a encore sa place dans pas mal de grosses applications qui utilisent ces fonctionnalités. Quoi, la persistance, tu as parlé de la persistance. La persistance, il y a Redux Saga, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Enfin, Redux Saga, c'est encore une autre librairie. Mais on peut aller beaucoup plus loin que le simple dispatch qu'on a vu. Si je pouvais juste ajouter pour Redux, le Ouais. principal intérêt quand même, c'est la performance, parce que le principal intérêt de Redux là-dessus, c'est qu'on peut souscrire à juste une seule partie du state Ouais. et pour chacun de ces composants. C'est ça le fameux connect. Et Ouais. il y a plein d'optimisations sur les composants du dataset. Exactement. Ouais. Pourquoi garder Redux? C'est juste ça. Mais React a mis en place pas mal de choses aussi de son côté pour éviter d'avoir à tout recharger. C'est-à-dire que si on n'utilise pas une valeur du contexte dans un composant, il ne va pas remettre à jour si on ne l'utilise pas. Donc il y a pas mal d'optimisations qui ont été faites côté React à ce niveau-là. Une question, s'il te plaît. Oui, du coup, les remplacements des composants fonctionnels, c'est plutôt bien avec les composants utilisés présents. Est-ce qu'on garde la facilité à sélectionner les composants de façon immédiate ou pas? Oui, avec des composants fonctionnels et justement en séparant bien les usages, c'est-à-dire là la traduction, j'ai mis dans un use translation qui a un hook, bien isolé que je peux réutiliser n'importe où, je pourrais même réutiliser dans n'importe quelle application. Ça rend le composant beaucoup plus facilement testable. Et, Invoquer facilement en fait le petit composant oui, oui, au contraire. C'est beaucoup plus simple à tester avec Jest, notamment en moquant les valeurs. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai pas totalement compris, c'est sur ton premier exemple du useState. Ouais. On avait l'impression que le useState était synchrone parce que tu dis que la valeur est tout de suite mise à jour. Alors, le useState tout de suite mis à jour. Ouais. Du coup, est-ce que le state il est synchrone ou alors il refait un render d'abord? Et il est toujours asynchrone comme il était précédemment. C'est parce que ton first name est mis à jour entre la... Oui, exactement. Ok. Ouais, en fait là c'est juste un console log donc il sera pas remis à jour. Mais par contre après, je sais plus à quel moment c'est ici où je disais que effectivement là ça va être remis à jour. On aura cette valeur là ici une fois qu'on aura cliqué. Là, c'est au prochain render que tu vas être mis à jour. Oui, ouais. Une fois qu'on aura cliqué, ça va se re-render et on aura les deux mêmes valeurs en haut et en bas. Parce que le state sera mis à jour. Est-ce que tu recommanderais de skipper totalement les classes dans le futur et de passer que sur des hooks à 100% et de dire que les classes, ça y est, c'est fini Mon avis personnel, c'est que oui. L'avis de React, c'est que les classes, elles ne vont pas disparaître. Donc c'est qu'elles ont encore de l'avenir.
j'essaye de voir un peu ce qu'on peut encore en tirer. Mais de mon point de vue, je suis très partant sur les composants fonctionnels. Peut-être une dernière question. Non. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous.